Bonsoir Caroline. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Mario. Bonsoir Jean-François. Je vais commencer avec Caroline pour ton histoire. Ton histoire, je me suis adonné à tomber dessus sur Facebook la semaine dernière. Et quand j'ai lu ton histoire, j'ai vraiment été particulièrement touché par ton histoire. Nancy, ma conjointe, me dit « Qu'est-ce qu'il y a, Jean-François? » Je dis « Écoute, je viens de lire une histoire qui m'a vraiment poigné au cœur. J'étais ému, j'en avais des larmes. Ton témoignage est celui d'une mère qui a vécu l'impensable. La séparation forcée de tes 5 enfants par la DPJ, leur placement dans 5 familles différentes, puis les séquelles que tout ça a laissé sur ta famille. En plus, tu venais d'être, je dirais, témoin du suicide de ton conjoint parce que tu étais arrivé à la maison. Tentative, oui. La tentative de suicide, alors que tu es arrivé à la maison, puis c'est toi qui l'as décroché. Oui. En plus. Mario, toi, ce soir, tu vas venir nous exposer ton point de vue sur l'histoire de Caroline, qui a consacré une bonne partie, toi qui as consacré une bonne partie de ta vie à aider des parents à récupérer leur enfant au profit de la DPJ. Mais juste avant, je veux juste m'attarder sur ton histoire, Caroline. J'aimerais ça qu'on replonge en 2021. Après la tentative de suicide de votre conjoint et les soins prodigués à votre bébé malade, oui. Qu'est-ce qui vous a appelé, qu'est-ce qui vous a poussé ou interpellé à appeler le 811? Mais mon mari, je le voyais, au fond, il faisait une grave dépression. Suite, ma fille, elle a été hospitalisée durant 6 mois, de la naissance à 6 mois de sa vie. Elle a fait plus de 32 arrêts respiratoires. Elle avait en attente d'une maladie qu'on appelait le MCAD, ce qui veut dire que ma fille devait être gavée sous alimentaire, puis elle devait avoir un moniteur cardiaque. C'est une petite fille qui a besoin de soins 22 heures sur 24. Fait qu'à ce moment-là, mon mari fait une dépression, prenait des nouveaux antidépresseurs et je voyais que son état était pas comme qu'il avait déjà été auparavant. Comme ça, nous, on n'avait jamais eu de la DPJ dans notre vie. On avait 5 enfants, malgré qu'on a des enfants qui sont autistes. 5 enfants ensemble, là, c'est pas Oui, ça faisait, là, ça va faire 10 ans qu'on est mariés, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Ouais. Et puis, tu sais, je le voyais que mon mari n'allait pas bien. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, au fond, la DPJ, elle, est rentrée dans notre vie suite à la tentative de mon mari. Et quand j'ai appelé le 811, c'est 1 an plus tard, quand que ça faisait déjà 1 an que la DPJ était dans notre vie et qu'on demandait, nous, de l'aide. Ouais. Parce que, tu sais, on voyait que ça ne fonctionnait pas. On voyait que... mais non. Tu sais, on m'a renvoyé mon mari après 3 jours d'hospitalisation. Wow. Je devais m'occuper de mes enfants seule, même qui demandaient des soins toujours. Et la journée que j'ai mis les genoux à terre, que j'ai appelé le 811 pour dire, écoutez, ça ne fonctionne plus. J'ai besoin d'aide. Naïvement, quand vous avez appelé le 811, pensiez-vous que c'était pour virer au vinaigre comme ça? Non, du tout. Moi, je Vous, pensais... c'était juste pour avoir de l'aide puis dire de au l'aide, secours, j'ai ça besoin. ne marche plus. Mon mari, je ne le reconnais plus. Il va pas bien, ce n'est pas normal. Ouais. Et puis, ce que j'ai eu en contre-coup, c'est, au lieu d'avoir une ambulance, ça a été la police. Ça a été un appel de la DPJ qui était là depuis 1 an, depuis la tentative, parce qu'on ne peut pas... À ce moment-là, je comprenais, comme je dis, tu sais, bon, il y avait une tentative de suicide, il voulait rester dans le dossier pour voir que tout se passe bien. Et là, on passe à la cour dans 48 heures et on Aussi vite que ça? Oui. C'est 48 heures et c'est la fin de semaine. Fait que ça ne nous laisse même pas le temps d'appeler un avocat ou si on en trouve un, c'est vraiment sur le flanc parce que le lundi, on passe à la cour. Fait que à ce moment-là, on va demander 5 familles d'accueil. Et là, moi, c'est là qu'on est arrivé là, pour demander est-ce que ça soit ma mère qui s'occupe des enfants. Quand vous avez confié temporairement vos enfants à vos parents, oui. Qu'est-ce qu'on vous disait officiellement à ce moment-là? À ce moment-là, on me disait que j'étais supposée les voir, mes enfants, le plus souvent possible. Au fond, le jugement disait que la mère était apte, qu'elle avait besoin d'un recul, mais qu'est-ce qu'elle avait vécu, qu'on demandait que les parents s'en occupent temporairement. Le lendemain de la cour... Puis là, votre mère est déménagée chez vous, oui, puis c'est à partir de votre domicile que s'occupait des enfants. Oui, parce que nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment les dépayser le moins possible. Oui. Puis surtout qu'eux demandaient, comme je vous dis, 5 familles. Puis on ne comprenait pas comment on pouvait demander 5 familles d'accueil séparées de parents qui avaient toujours... Nous, on avait toujours été là pour nos enfants. Et puis, quand on est sorti de la cour, le lendemain, j'ai reçu un appel qui me disait que à partir du lendemain, je n'avais plus le droit d'approcher de ma maison.
je n'avais plus le droit de voir mes enfants, que j'allais les voir 1 heure par semaine dans une salle sous supervision avec des caméras et que si j'essayais de rentrer en contact avec mes enfants de peu importe de quelle manière, que mes enfants s'en allaient dans 5 familles d'accueil. Mais là, c'est chez vous. Oui. Vous ne pouvez plus aller chez vous. Non. Vous vivez où? Chez mes parents. Mais Donc, vous avez changé de maison. Oui, oui, mais nous, on devait continuer quand même de payer la maison et tout pour les enfants, Évidemment. mais on était considérés comme si nos enfants étaient partis dans des familles d'accueil. Fait qu'on n'avait pas le choix de continuer à tout payer, même si on n'avait plus le droit, là, ni aux allocations, ni à rien d'autre. Là. Comment on est perçu par l'école, la société, quand la DPJ débarque chez nous? Des criminels. Totalement. Parce que je le sais, pour n'avoir jamais vécu la DPJ avant ce moment-là, j'étais la première à dire il n'arrive pas chez vous pour rien. On avait besoin d'aide. Ça, je l'acceptais. Sauf qu'on nous a tellement fait croire que c'était les mauvais parents, des batteurs d'enfants, des gens qui négligeaient leurs enfants. Fait que dans ma tête, à moi, c'était impossible qu'une histoire comme la mienne finisse comme ça, mais non. Et comment la DPJ est arrivée, Caroline, à justifier la décision de séparer vos 5 enfants en 5 familles différentes alors que vos parents étaient jugés aptes à les garder? Ils ont essayé de trouver dans mes dossiers médicaux comme quoi que ma mère, quand j'avais 16 ans, avait déjà souffert d'agoraphobie. C'était la seule raison qui a été donnée à la cour, même si maintenant ma mère ne souffre même plus d'agoraphobie. Il disait que ma mère ne serait pas une personne neutre non plus, parce qu'elle essaierait de tout faire pour m'aider à revoir mes enfants. Et ça n'a pas passé à la cour, là, pourquoi que le juge a décidé de donner les enfants à mes parents. Vous n'avez pas de dossier judiciaire, pas de trouble avec la police, Non. pas de dossier médical qui aurait pu justement justifier le retrait de vos enfants? Non plus. Vous parlez d'avoir découvert que vos 2 plus jeunes enfants étaient destinés aux banques mixtes. Comment vous l'avez appris, puis qu'est-ce que ça fait, ce que ça signifie, ça, pour une mère? Au fond, c'est quand ils me rencontraient là, avant les visites supervisées et qu'ils menaçaient que si, moindrement, que j'expliquais à mes enfants du pourquoi, du comment qu'ils étaient dans des salles supervisées, parce qu'on n'avait pas le droit de leur dire, ils me disaient, t'oublies pas, les délais achèvent et le délai, c'est 12 mois. Après ça, on peut les placer dans des banques mixtes parce que ma plus jeune avait 1 an et mon autre avait 2 ans à l'époque. Fait qu'eux étaient dans les délais du 0-2 ans qui permettaient de pouvoir les placer en banque mixte pour des adoptions. C'est incroyable, ça. Oui. Comment on prend la nouvelle quand on l'apprend? Comment Dur. on vit ça? Moi, j'ai vu ça à ce moment-là, à la cour, quand j'ai entendu tous ceux qui ont demandé 5 familles d'accueil. Parce que moi, j'allais là en me disant, c'est mes parents qui vont les avoir. Je ne voyais pas d'autre option. Je me suis dit, ils veulent vendre mes enfants. Est-ce que vous avez senti à ce moment-là que le plancher au-dessous de vous s'effondrait? Oui, oui. Clairement. Ce jour-là, ils m'ont tout enlevé. Et jamais on se remet de ça parce qu'on se dit, si on n'est pas en sécurité et si on peut rentrer chez nous, m'enlever mes enfants comme ça, on n'est pas nulle part. Ils peuvent leur faire une 2e fois? Oui, absolument. Durant les 6 mois, parce que votre combat a duré 6 mois, oui. Quelle démarche précise avez-vous entreprise pour récupérer vos enfants? Là, il faut juste que les gens comprennent, là, vous avez été témoin d'une tentative de suicide de votre conjoint. Oui. Vous ne pouvez plus rentrer chez vous. On vous dit que vos parents ne pourront plus garder vos 5 enfants, sont prévus pour aller dans des 5 foyers d'accueil pour séparer puis éclater la famille, dont 2 de vos enfants en banque mixte potentiellement. Comment vous avez fait pour retrouver un sens à la vie, remettre toutes vos choses en perspective pour vous battre pendant 6 mois? Parce que vous avez été, je vais vous dire, vous avez été vraiment béni de Dieu pour être capable, en 6 mois, d'aller récupérer vos enfants. Et moi, j'ai des histoires d'horreur à toutes les semaines en ce qui a trait à la DPJ. Puis il y en a qui ont perdu leur enfant pour des 18 ans. Là. Oui, absolument. Mais ma mère m'avait toujours dit, si un jour, tu es pris quelque part, puis un tueur en série, fais ce qu'on te dit de faire, et la journée que tu pourras te sauver, sauve-toi. Sauve-toi. Et je savais que si à ce moment-là, je ne me soumettais pas à ce qu'il allait me demander, c'était fini. Et j'avais la vie de mes 5 enfants. Entre vos mains. Ah oui,
Ouais. Fait que j'ai survécu et c'est après que le choc a comme, quand ils sont venus à la maison, que ça l'a... Mais ce que j'ai fait, c'est que premièrement, on a demandé une cour d'urgence parce qu'il faut comprendre qu'on a eu un jugement et que la DPJ, de leur plein gré, ont décidé de ne pas suivre le jugement. C'est marqué à la cour d'urgence, la DPJ refuse de suivre le jugement du juge. Fait que là, il fallait que j'aille à la cour pour les obliger à suivre le jugement, dans le but que 3 mois plus tard, parce qu'au fond, c'est déjà 3 mois, 3 mois plus tard, mes enfants reviennent à temps plein parce que c'était supposé être une situation temporaire. Et là, ça l'a été, là, c'est ça, par-dessus. Est-ce que vous avez senti qu'on cherchait à vous briser psychologiquement? Oui, absolument. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, je suis reconnue comme victime d'actes criminels par les victimes d'actes criminels à cause de traumatismes et d'actes criminels qui ont été commis par une institution dont je ne peux porter plainte à la police. Alors, des menaces, de l'harcèlement... c'est vrai parce que la DPJ est au-dessus de la police. Bien sûr. Quels ont été les impacts immédiats sur vos enfants après leur retour? Séquelles psychologiques, liens fraternels, brisés, angoisse? J'avais des enfants qui étaient, comme je vous dis, qui n'avaient aucune pathologie avant. Ma plus vieille, quand je suis revenue, se mutilait en dessous des pieds. J'ai mon fils qui était rendu incontinent parce que j'avais reçu des méthodes éducatives que j'étais obligée de suivre et d'administrer à mes enfants, même si je leur disais que c'était contre-indiqué à des enfants autistes. J'ai eu... Le protecteur du citoyen a démontré dans son rapport qu'il tenait responsable la DPJ de choc post-traumatique et de choc de séparation qui ont engendré les traumatismes de mes enfants. Fait que ça va, après, on commence, là, après 4 ans, à voir là, que mes enfants sont venus de l'école un jour, il n'y avait plus de parents. Il n'y a personne, je n'ai pas pu leur dire au revoir. On reconnaît les abus qui ont été commis, par exemple, dans votre dossier. Oui, absolument. Protecteur du citoyen et tout ça. Là. Puis les intervenants qui ont commis ces abus-là, sont-ils encore au sein de la DPJ? Bien sûr. Il n'y a rien eu du tout. Au fond, la DPJ a refusé les 4 recommandations du protecteur du citoyen. Et ensuite, le protecteur du citoyen me dit qu'il n'avait aucun pouvoir de plus que ça. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à témoigner publiquement de votre histoire? Quand j'ai compris que... C'est la première fois que vous sortez publiquement, après 5 ans? Ici, oui, mais ça va faire 4 ans que je suis sortie sur les réseaux sociaux, sur la Germaine québécoise, quand j'ai compris que mon histoire était pas un cas isolé. J'ai cru longtemps que durant que c'est arrivé, je pensais vraiment que c'était un cas isolé. Un sentiment, comme je disais, d'être violée devant tout le monde, puis qu'il n'y a pas personne qui réagit. Et là, quand avez-vous pas l'étiquette de la DPJ? Oui, mais oui, mes enfants ont perdu leur ami. Les voisins ont refusé que les enfants viennent chez nous. On était considérés comme des criminels du coin, là. Tu sais, ça, c'est... Moi, j'ai lu l'histoire dans votre... Oui, parce que ma fille... Je pense que c'est ça qui me fait verser des larmes dans votre histoire. Ma fille... L'invitation de votre fille à une fête. Une fête d'amis, c'est sa meilleure amie depuis la maternelle. Et elle a voulu aller lui porter un cadeau malgré le fait qu'elle n'avait plus le droit de fréquenter cette amie-là parce qu'on était des parents qui avaient eu la DPJ. Et puis, ma fille s'est fait dire, si tu ne t'en vas pas de sur mon terrain, on appelle la police. À ce moment-là, j'ai vu l'impact parce que nous, un jour, on a eu besoin d'aide. Mes enfants vivaient des choses qu'ils n'auraient jamais dû. J'avais passé ma vie à les protéger et là, c'était contre toute attente. Là. Mario, dans le cas de Caroline, quelles irrégularités te sautent aux yeux dans son témoignage? Il y a eu plusieurs parties de couvert de son histoire. C'est la première fois que je l'entends de cette façon complète-là. Des irrégularités, écoute, il y en a énormément, mais dans le fond, c'est une irrégularité ou c'est leur façon de procéder, je dirais. Dans toutes les enquêtes que j'ai pu faire dans le passé, c'est commun de séparer des enfants. C'est pas normal de le faire, mais pour le DPJ, c'est normal de le faire. Parce qu'il faut comprendre que le directeur de la protection de la jeunesse, ce qu'on appelle le DPJ, c'est eux qui ont remplacé les enfants du Duplessis. Anciennement, c'était l'Église catholique qui gérait ces abus-là. Maintenant, c'est le gouvernement. Malheureusement, on constate dans son histoire que c'est monnaie courante, encore une fois de plus, de détruire des familles. Non seulement on voit une femme qui est dans une position de vulnérabilité, qu'elle retrouve son conjoint pendu, son mari,
Les enfants, veut pas, tout le monde vit un choc à travers cette épreuve-là, ce qui est quand même assez évident. Et eux, la seule solution qu'ils trouvent, c'est qu'on sépare tout le monde. Alors qu'ils sont censés favoriser quand même La dans loi leur sur code la de déontologie. La loi sur la protection de la jeunesse favorise, puis la jurisprudence aussi, la famille rapprochée et élargie. Mais c'est ce qu'ils disent en tout cas sur papier. C'est dans leur loi, c'est dans leur obligation. Ils ne la respectent pas. J'ai entendu qu'il y a un juge qui a donné un jugement qui est quand même favorable avec un retour des enfants et que le DPJ s'en balance. Il va sérieusement falloir que les policiers, les corps policiers réalisent qu'eux n'ont aucun pouvoir. Ça a beau être une loi d'exception, la loi sur la protection de la jeunesse, mais ils sont dans l'obligation de la respecter, pas d'en abuser. Les policiers sont dans l'obligation de faire valoir le code criminel. Quand on voit des mensonges, des jugements non respectés... Est-ce que ça, tu calcules ça, c'est criminel? Totalement. Totalement, parce que s'il y a un jugement qui n'est pas respecté, j'en sais c'est quoi, des outrages au tribunal. Eux autres, pourquoi personne ne l'applique? Pourquoi Madame Caroline doit continuer à fighter, à se battre pour récupérer ça? Ça ne devrait même plus exister. Ça prend de l'abolition. Les policiers doivent commencer à opérer des arrestations dans ces cas d'abus-là. Il doit y avoir des plaintes criminelles de fait. On est rendu à un autre niveau. Là. Ouais. Alors, peux-tu expliquer clairement aux auditeurs qui nous écoutent ce soir, sur quelle base légale la DPJ peut retirer un enfant à ses parents? La loi de la protection de la jeunesse est des faits quand il y a un cas de négligence. Ça leur donne un pouvoir de le faire. Malheureusement, ils n'ont jamais, entre parenthèses, ils n'ont pas souvent de réels motifs. Parce qu'un réel motif, c'est quand la sécurité de l'enfant est compromise. Côté nourriture, côté physique ou psychologique. On parle d'acte criminel. Pourquoi que les parents ne sont pas accusés au criminel? Que tant qu'il n'y a pas d'accusation criminelle, il n'y a pas de vrai fondement. C'est ça la réalité. Il y en abuse. C'est une loi, c'est une industrie pour te le dire, moi, ce que j'en crois, honnêtement, de ce que j'ai étudié, c'est une industrie qui leur apporte beaucoup d'argent et c'est selon le plan qui est établi de détruire les familles. La base essentielle de la vie, c'est la famille. Donc, eux, ils vont se servir d'une occasion triste, tentative de suicide. Dans d'autres cas, c'est d'autres situations, des séparations, des divorces. Mais pour eux, c'est pour d'atteindre l'enfant. Tu sais, déjà que l'enfant va vivre le père pendu, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe, même s'ils peuvent être jeunes en bas âge. Mais là, en plus, non seulement qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec papa, mais là, ils sont séparés d'avec maman. Voyons. Et où la logique? Non, où le point de repère de cet enfant-là? Il n'y en a pas. Ouais. On a parlé de banque mixte. Mario, c'est quoi une banque mixte? Puis comment ce mécanisme influence le sort des enfants? Bien, c'est comme mis sur une liste, puis ils ont un laps de temps pour récupérer les enfants. Et le DPJ, bien, quand c'est un laps de temps de 2 ans, je ne sais pas si on change les lois, mais dans le temps que j'enquêtais, c'était 2 ans pour récupérer ton enfant. Et ils font tout pendant 2 ans pour discréditer le parent. Les avocats, officiellement, ne veulent jamais déposer les dossiers, les preuves pour réfuter ce que c'est dans les dossiers des intervenants en charge de la jeunesse. Ouais. Puis ils arrivent au bout du 2 ans, les parents ils ont pu se défendre avec un avocat qui les représente adéquatement puis qui fait respecter que les avocats respectent. Puis après 2 ans, il est trop tard, ton enfant est en banque mixte, c'est parti. Que c'est une grosse game qui se joue devant le tribunal, en chambre de la jeunesse, sous le couvert du huis clos, en invoquant que c'est la sécurité de l'enfant pour le bien de l'enfant du huis clos. C'est pas vrai. C'est pour cacher les anomalies judiciaires qui se passent dans toute la ligne. Dans ton expérience à toi, combien de cas que tu as vu qui ressemblent à celui de Caroline? Est-ce que c'est marginal ou c'est fréquent? Je te dirais, dans des dossiers que j'ai enquêtés, sur près de 300 dossiers, 128, donc on peut parler d'un 30 que c'est des dossiers, dans ce que moi j'ai vu, c'est courant. Donc, si on regarde tous les signalements faits au Québec, si moi, dans ce que j'ai étudié, j'en ai sorti comme 30 calcule 30 de tous les signalements qui existent des enlèvements, il y a au moins 30 que c'est des dossiers comme ça, moi, selon moi. Ça peut être plus, mais ce que j'ai vu, c'est environ ça. Caroline a parlé du protecteur du citoyen qui avait déjà constaté des manquements graves, voire même criminels. Pourquoi dans le dossier, en lien avec le protecteur du citoyen, la justice tarde-t-elle à intervenir? Ils peuvent pas? Moi, d'après moi, c'est qu'il n'y a personne qui fait de plainte officielle criminelle. Si c'est dans un rapport, eux, c'est pas leur mandat de faire la plainte criminelle.
Moi, personnellement, si ça m'arriverait à moi que j'aurais un rapport solide qui confirme qu'il y a crime, c'est sûr que j'irais, la première chose que j'irais faire, c'est j'irais à la Sûreté du Québec ou le corps policier dans lequel mon enfant ou moi-même j'ai été victime, puis je ferais les démarches. Puis si, moi, je connais assez de choses pour le faire, mais si ça ne marcherait pas avec les corps policiers, j'irais en poursuite criminelle privée. Ouais. Mais c'est sûr que ça ne doit pas rester comme ça. C'est tant qu'il n'y a pas de plainte officielle qui aboutit, ça va toujours rester comme ça, banalisé, puis les ministres se ferment les yeux. C'est quoi les erreurs fréquentes des parents face à la DPJ, puis comment les éviter? Les erreurs fréquentes, c'est qu'ils vont signer des documents sous la menace et la contrainte sans le marquer sur le papier. Beaucoup vont mettre plein de menteries dedans. Le parent, le DPJ, signe ça tout de suite. C'est important que tu signes, sinon tu n'auras pas ta visite. Et là, les parents signent. Mais quand tu regardes, bien là, il y a plein de menteries dedans ou des affaires que ça cale le parent. Le parent dit, mais non, c'est pas vrai, mais non, mais tu as signé. Un coup que tu as signé, comment dire au juge que c'est pas vrai? La journée que tu signes, assure-toi que ce qui est dans le document, c'est la réalité. Sinon, tu peux exiger, change ça, je suis pas d'accord. Moi, la plupart des personnes que j'ai guidées avec l'organisme, ils m'arrivaient avant de signer, ils venaient tout le temps me contacter. Mario, je suis pas d'accord avec ça, mais mets la phrase que tu aimerais avoir, puis soumets ça à ton travailleur social. S'il ne veut pas le mettre, signe rien. Ou signe sous la menace et la contrainte, ça ne vaut rien. Ça va être à lui d'expliquer, ça va être au DPJ d'expliquer pourquoi c'est ça qui est marqué sur le document. Ouais. C'est quoi les recours qui existent contre les intervenants? Est-ce que ces intervenants-là peuvent être poursuivis? Parce que vraisemblablement, Caroline nous disait qu'ils sont encore actifs, ceux qui lui ont... Oui, ils sont actifs. S'ils sont actifs, c'est aux parents de faire les plaintes nécessaires. C'est sûr, c'est des démarches à faire. Un, c'est de vérifier s'ils sont réellement membres de l'Ordre des travailleurs sociaux. Parce que bien souvent, ils ne sont aucunement membres de l'Ordre. S'ils sont, c'est de faire une plainte à l'Ordre, d'être capable de prouver la mauvaise foi. Donc, s'il y a eu des audios ou des preuves qui prouvent qu'ils n'ont pas voulu respecter le jugement, puis que ça l'a étiré, que ça l'a amené d'autres choses, il y a des possibilités de faire des plaintes. Ouais. Parce que les intervenants n'ont pas d'immunité. Il faut prouver la mauvaise foi. Puis si tu peux prouver la mauvaise foi, tu peux poursuivre autant au civil qu'au criminel. Ouais. J'ai posé la question tantôt à Dany Dufault. J'ai envie de te la poser à toi aussi, Mario, parce que on voit aujourd'hui que les poches sont renversées. Comment toi t'expliques qu'aujourd'hui, on enlève les enfants à des gens sains d'esprit ou qui vivaient peut-être même une parcelle de difficulté, peut-être dû à des médicaments que le conjoint prenait, puis que les conséquences ou les séquelles de ce médicament-là pouvaient entraîner des pensées suicidaires, vous disiez, hein, Caroline? Oui. Donc, c'était suite à une médication prescrite par le médecin. Tu vois, hein, le fil conducteur, peut-être que le conjoint aurait dû aller voir une naturopathe qui aurait offert des bien meilleures alternatives que d'aller voir un médecin qui offre des solutions chimiques de Big Pharma. Tu parles de ça, là, puis j'ai failli aborder le sujet parce que j'ai travaillé en désintoxication, que j'ai eu à travailler avec des personnes qui prenaient énormément de médicaments. J'ai vu des schizophrènes, je ne suis pas psychiatre, mais on travaillait avec des médecins à cette époque-là. Avec mon organisme, j'ai référé le psychiatre Pierre Mailloux. On avait un psychologue, un autre qui était... Je vais y aller côté psychiatrie parce que j'ai eu des discussions concernant la médication. Et j'ai même fait un dossier qui avait été médiatisé. Son rêve lui vaut la prison. Une dame qui a fait des prisons. Mais c'est en regardant et en analysant comment ça se passe. Santé Canada, puis ça, je peux te le confirmer, Jean-François, Santé Canada, sur beaucoup de médicaments, surtout sur des antidépresseurs, dont le Cymbalta. C'était comme ça à l'époque. Puis je sais qu'ils ont voulu le changer. Les effets secondaires sont cachés des pharmaciens et de Santé Canada. Parce que dans le dossier en question, la personne qui faisait des rêves de meurtre, d'affaires comme ça faisait 1 an qu'elle prenait le Cymbalta, puis c'est en allant sur le site du fabricant, Lilly en France, qu'on a découvert que les effets, c'est une personne sur 1000 vivait ça. Ouais. Mais tu vois, j'aurais ma question, comment t'expliques aujourd'hui qu'on enlève des enfants à des gens qui sont sains d'esprit alors que ces gens... sont innocents, tu sais. Comment t'expliques ça? Puis de l'autre côté, comment t'expliques qu'on enlève des enfants sains à leurs parents, mais qu'on donne à des parents, comme je parlais à Dany, troupe. Le couple de 3, c'est même pas un couple, là, cette orgie-là de 3 gars qui sont en polyamour, relation polyamoureuse, qui font une demande d'adoption pour une fillette, puis à eux, on leur donne une fillette.
Bien, c'est pas compliqué. Imagine-toi 3 hommes homosexuels à qui on donne une fillette. Moi, ce que j'en ai déduit avec tout, parce que j'ai accompagné des familles dans des rencontres avec les centres jeunesse, ce que j'ai pu écouter et entendre et même enregistrer dans plusieurs dossiers, il y a des intervenantes qui se prennent un malin plaisir. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont eu une enfance malheureuse à l'école ou quoi que ce soit, mais ils prennent un abus de pouvoir que c'est illogique. C'est le plaisir, on dirait, de voir souffrir des parents dans une situation que ça peut être un divorce. Là, on parle de tentative de suicide. C'est d'aller chercher, parce que s'ils sont capables de détruire un parent complètement qui vient totalement plus que vulnérable, qui est anéanti, la porte est ouverte, l'enfant jusqu'à 18 ans qui vaut 140 150 000 par année à leur organisme. Mais de l'autre côté, on détruit des enfants aussi. Puis, ce que tu parles de ben oui, le but, c'est que le jeune enfant qui est vulnérable, il est au sens de l'éducation. Bien là, si tu le mets avec une famille d'homosexuels, que l'enfant, lui, va banaliser ça, ça va devenir tout à fait normal. On s'entend, mais l'homosexuel, ils vont s'éteindre au bout de 40, 50, 60, 70 ans, il n'aura plus. Hein? Ils ne peuvent pas se reproduire. C'est pas la norme. Moi, tant qu'à moi, c'est pas normal. Je les juge pas, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est ça. C'est une voie dans... Ça peut s'exterminer par eux-mêmes, juste le fait que, tu sais. Caroline, que diriez-vous aux parents qui hésitent à demander de l'aide par peur d'être brisés comme vous à la DPJ? D'aller chercher de l'aide par tous les moyens possibles. Même présentement, on a ouvert une fondation qui s'appelle Les Manteaux Rouges, où ce que justement, on veut pouvoir aider si un parent a besoin d'une expertise, a besoin de peu importe pour leur enfant, de pouvoir aller chercher de l'aide pour que jamais la DPJ est rentrée chez eux. C'est parce que c'est tout sauf de l'aide. Puis, tu sais, pour en revenir à ce que Mario disait tantôt, tu sais, on est pris dans un engrenage. Moi, j'ai porté plainte à la police. La police a pris une déposition. On a marqué « civil » dessus parce qu'on n'a pas voulu. J'ai porté plainte à l'Ordre des travailleurs sociaux, parce que j'ai appris que c'était même pas un travailleur social qui a posé pourtant, tu sais, des actes réservés aux travailleurs sociaux, aux psychologues. Fait que si ces parents-là ont besoin d'aide, bien, de pouvoir se tourner, malheureusement, il n'y en a plus, mais vers le CLSC ou n'importe qui vont pouvoir là, les aider. Mais pas la DPJ. Non. Malheureusement, c'est qu'il n'y a aucune aide. Tu sais, pour vrai, le temps qu'ils sont venus, il n'y a eu absolument aucune aide qui a été mise en place. Là. Ouais. Alors, si tu avais le pouvoir de changer une seule chose dans le système de la DPJ, demain matin, ça serait quoi? Je les fermerais. Je les fermerais, ils sont complètement inutiles. Ouais. Présentement, ils sont complètement inutiles. Tout ce qu'on entend, là, c'est un faible pourcentage de personnes, de jeunes qui sont capables de témoigner ouvertement que le DPJ a été une source d'émancipation dans leur vie. Ouais. Très peu. Ouais. Par contre, va te promener à Montréal, regarde le nombre d'itinérants qui ont grandi dans les centres jeunesse, à profusion. Ouais. Que si je regarde tous les crimes qu'ils commettent envers des familles, qui soutirent avec un budget de plusieurs milliards de dollars par année, on regarde la commission Laurent qui était carrément de la poudre aux yeux, une farce monumentale de clown. Ouais. Moi, c'est l'abolition du DPJ. On remet ça entre les mains des policiers avec des organismes, avec des vrais travailleurs sociaux, des vrais qui sont réellement là pour le but de l'enfant, qui va respecter la primauté parentale, même s'ils ont voulu l'enlever. Ça prend de l'aide. Ouais. Tu n'enlèves pas un enfant parce qu'il y a un manque budgétaire. Au lieu de donner une subvention, demander une subvention, bien, accordez-y un crédit supplémentaire, je ne sais pas. Il y a moyen de trouver des solutions beaucoup plus économiques que d'abuser des enfants et d'en faire des générations d'itinérants ou de criminels. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Caroline, d'avoir partagé votre histoire. Merci, Mario, d'avoir apporté lumière sur la DPJ ce soir.